Amélie Nothomb, bonjour. Et tout d'abord, un très grand merci d'avoir accepté l'invitation du Festival Conrad et de Wallonie-Bruxelles International. En fait, c'est une grande chance pour nous de vous avoir parce que le Festival Conrad se tient physiquement au mois d'octobre et c'est un moment où vous êtes parfaitement indisponible parce que vous êtes prise par la rentrée littéraire, donc on n'avait aucune chance de vous inviter. Donc voilà, on se réjouit de vous avoir, même si c'est de manière virtuelle, hélas. Merci. Alors, vous êtes évidemment connu en Pologne, quasiment tous vos romans sont traduits dans deux maisons d'édition, Muza et Wydawnictwo Literackie. Vos lecteurs vous connaissent, mais je ne pense pas qu'ils se figurent le monstre littéraire que vous êtes, ainsi que vous a nommé Michel Zumkir. Alors il entendait par là l'écrivain exceptionnel que vous êtes et aussi la personnalité hors norme que vous avez. Alors pour commencer, je me suis amusée à faire de vous un portrait non pas chinois ou japonais, mais un portrait chiffré. Alors vous allez me Oh, dire ce que vous en pensez. Alors vous êtes écrivaine belge. Vous avez publié 29 romans. Le 30e va sortir au mois d'août aux éditions Albin Michel, votre éditeur de toujours. Mais vous avez écrit, si j'ai bien compté, plus d'une centaine de livres. Vous êtes traduite dans une quarantaine de langues. Vous avez vécu dans 6 pays différents. Euh, Depuis 1999, chacun de vos livres est vendu entre 150 000 et 260 000 exemplaires pour l'édition originale. Vous entretenez une correspondance avec environ 2000 de vos lecteurs. Vous avez lu La Chartreuse de Parme 64 fois. Vous avez remporté 9 prix littéraires. Vous avez appris à lire toute seule à l'âge de 3 ans. Chaque jour de votre vie, vous écrivez entre 4 heures et 8 heures du matin. Et pour terminer, d'après votre fiancé japonais, vous êtes quintessentiel, le cinquième élément qui relie les quatre autres. bravo, écoutez, je suis tout à fait sidérée par votre portrait chiffré. Pour autant que je puisse en témoigner, je pense que vos chiffres sont exacts. Je suis en effet en train d'écrire mon 102e manuscrit de roman, mais je vous rassure, je ne publierai jamais que le tiers de ce que j'écris. Mon testament est déjà écrit pour que, à ma mort, ceux de mes livres que je n'ai pas publiés ne le soient pas. Donc, il ne va pas y avoir un jour une espèce de tsunami ne tombe qui rendrait les choses encore plus monstrueuses qu'elles ne le sont déjà. C'est dommage. Euh, alors, vous êtes ici face à un public polonais. Euh, Est-ce que vous avez des contacts avec votre public polonais? Est-ce que vous avez été en Pologne? Oui, alors c'était en mars 2000, donc il y a très longtemps. Je suis allée à Varsovie et à Cracovie. C'était pour parler de stupeur et tremblement au public polonais. Et j'en ai un souvenir, mais exceptionnel. Je suis tombée amoureuse de la Pologne à cette occasion. Euh, Varsovie m'a paru une ville tout à fait formidable, mais alors la Cracovie, mais Cracovie, c'était superbe vraiment, et les gens que j'ai rencontrés étaient des gens de première qualité. J'avais été très frappée par l'extraordinaire courtoisie des hommes. Les hommes polonais étaient mais vraiment des gentlemen. Ils ouvraient la porte pour les dames. C'était Madame ceci, Madame cela. Vraiment d'une courtoisie tout à fait exceptionnelle. Donc j'ai un souvenir mais illuminé de la Pologne. Je ne suis plus retournée en Pologne depuis. Je pense que ça a changé. Ça serait tout à fait normal que en 21 ans la Pologne ait changé. Mais de toute façon, ce qui ne changera pas, ce sera mon coup de foudre. Je suis tombée amoureuse de la Pologne et je suis fidèle en amour, donc je demeure amoureuse de la Pologne. Magnifique. Et ben, on espère alors que vous reviendrez et que le coup de foudre sera confirmé. En tout cas, ce que vous dites, ça,
Peut-être que ça n'a pas tant changé parce que moi-même, quand je suis arrivée il y a 6 ans en Pologne, j'ai été frappée par les hommes qui faisaient encore le baisement. Et ça m'avait Ça tourne. semblé d'un glamour extraordinaire. Alors, on va parler aujourd'hui de vos romans, bien sûr. Et alors, il y a un thème qui donne une forte cohérence à toute votre œuvre. C'est le thème du corps. Et on va commencer par là. Dans vos romans, il y a une attention particulière à la beauté et à la laideur des corps. Les obèses aussi sont présents. Et alors, ce que vous dites, c'est que un gros n'est pas transparent, ce qui est un peu contraire à l'ère de la transparence que nous vivons. Et d'un autre côté, l'obèse, quand je pense aux soldats irakiens qui se goinfrent et se gavent après chaque combat, eh bien, il exhibe sa culpabilité et il la montre avec cette obésité morbide qu'il incarne. Et alors, les corps chez vous sont mis à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve, elle est pas toujours négative, parfois positive. Enfin, en tout cas, elle a des effets parfois positifs, parfois négatifs. Il y a la faim, la soif, le froid, les insomnies. Il y a l'anesthésie des sens, par exemple dans le journal d'Hirondelle, et la puberté, qui est une métamorphose du corps absolument traumatisante. Il y a aussi, et c'est ça qui donne une saveur, je trouve, à vos romans, c'est la volupté, le plaisir des corps. Vos personnages boivent et mangent parfois avec tant de plaisir qu'ils hurlent, vous dites. Et ça m'a particulièrement frappée dans Métaphysique des tubes. L'enfant que vous êtes devient sujet, je, commence à dire je, à se penser je, en découvrant le plaisir incomparable du chocolat belge que lui donne sa grand-mère. Vous écrivez: le plaisir est une merveille qui m'apprend que je suis moi. Moi, c'est le siège du plaisir. C'est toujours, c'est quelque chose qui est toujours important pour vous? C'est toujours absolument vrai. Je suis un être de plaisir et j'ai une culture du plaisir assez spéciale. Bon, j'ai eu une vie assez compliquée. J'ai eu des moments d'anorexie, des années d'anorexie extrêmement dures et graves pendant mon adolescence. Donc, j'ai longtemps été brouillée avec le plaisir et même avec le corps. J'essayais vraiment de ne plus être qu'une âme. Ça a été une catastrophe. Je peux vous dire que au moins ça m'a appris quelque chose. C'est que vouloir n'être qu'une âme est une erreur totale. Peut-être que ça convient à certaines personnes, peut-être que si on est le Dalai Lama, ça convient. Mais moi, je suis pas le Dalai Lama et je peux vous assurer que j'ai vraiment besoin de mon corps. Donc aujourd'hui, je cultive mon corps, mais de façon assez spéciale. C'est-à-dire que j'ai bien remarqué que, par exemple, pour écrire, et écrire est l'essentiel de ma journée, pour m'écrire, j'ai besoin d'être dans le vide. C'est le zéro du plaisir. Donc, je me réveille à 4 heures du matin, tous les matins, sans exception, souvent plus tôt, jamais plus tard. Je bois à jeun un demi-litre de thé beaucoup trop fort, très mauvais, que je bois en un coup et qui me rend à moitié malade, donc je me sens mal physiquement. Et aussitôt, je me jette sur le papier et le stylo, car je ne sais pas ce que c'est qu'un ordinateur, et j'écris frénétiquement pendant un minimum de 4 heures, avec des sensations, comment vous dire, des sensations très fortes, très fascinantes, mais qui ne sont pas exactement de l'ordre du plaisir. Ce sont plus des sensations qui sont de l'ordre de la transe. Est-ce que la transe est un plaisir? Je n'en suis pas convaincue. En revanche, quand j'ai fini mes heures d'écriture, après je me rends chez mon éditeur, je réponds au courrier de mes lecteurs, ça prend beaucoup de temps aussi. Mais quand j'ai fini toutes mes activités d'écriture, c'est-à-dire vers 13 heures environ, commence l'autre versant de ma vie, qui est un versant, au contraire, un versant de plaisir. Ce plaisir,
s'articule très souvent chez moi autour du champagne, vu que je suis euh, une grande amoureuse du champagne. Et quand je bois du champagne, je suis en état de plaisir absolu. Je ne peux pas faire autrement que de pousser des cris et des gémissements de plaisir. Et les plaisirs vont s'enchaîner les uns les autres. Après, ça va être le plaisir de la gourmandise, qui aussi, vous savez, je vis à Paris, donc il y a moyen de vivre ça très bien. Et puis, je vous épargne les détails de ce qui suit. Euh, c'est vrai qu'on peut voir mes journées comme des espèces de voyages qui vont d'une espèce de purgatoire où la vie est très dure et où il n'y a aucun plaisir, et qui se terminent au contraire dans une espèce de volupté tout à fait incroyable. Voilà. Magnifique. Et alors, vous allez quand même, je trouve, encore plus loin dans cette notion du corps avec ce que vous appelez l'incarnation. Et vous dites dans Soif, un être incarné ne commet jamais d'action abominable. Et d'ailleurs, Jésus est pour vous le plus incarné des êtres humains, alors que Judas, lui, est mal incarné. Dans le journal d'Hirondelle, vous dites, vous écrivez, c'est le corps qui rend gentil et plein de compassion pour son prochain. Alors, est-ce que c'est une sorte de morale au niveau du corps que vous entendez par cette notion d'incarnation? Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est bien incarné et quelqu'un qui est mal incarné? C'est une métaphysique du corps, c'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce qu'on m'a enseigné. Vous savez, j'appartiens à la famille Nothomb, qui est la famille la plus catholique de Belgique, un catholicisme très, très ancien, très rétrograde. Et moi, on m'a enseigné qu'il fallait exalter l'âme et qu'il fallait au contraire se méfier du corps, parce que le corps, c'était les appétits, le plaisir, enfin, tout ce qui était mauvais. Je l'ai expérimenté sur moi et j'ai vu ce que ça a donné. Ça a été un véritable désastre. C'était ce que je vous racontais tout à l'heure. Et en fait, je me suis aperçue exactement du contraire de ça. À savoir que quand mon âme était devenue réellement désincarnée, car ça m'est arrivé, euh, mais je n'avais plus d'âme non plus. Je n'avais ni corps ni âme. J'étais à peine existante. Je n'avais aucune compassion. Je n'avais, je n'aimais personne. Mourir ne m'aurait absolument pas dérangé parce que, en effet, pourquoi ne pas mourir quand on est comme ça? Et vous savez, quand on accepte de mourir, c'est généralement aussi qu'on accepte de tuer, hein, sa propre mort ou la mort des autres. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Euh, Heureusement, par miracle, j'ai guéri de cette anorexie et peu à peu, mon âme a réintégré mon corps. Ça a été un très long processus, très longue histoire. Il faut pas s'imaginer qu'on réintègre son corps comme ça. Ça m'a pris des années et des années. Et je me souviens très bien, j'avais 22 ans, tout à coup, je me suis rendu compte qu'après des années d'exil, mon âme avait réintégré mon corps. J'étais de nouveau une personne complète. Mais j'en ai pleuré de bonheur. J'étais de nouveau capable d'aimer les autres. J'étais capable à nouveau d'éprouver des plaisirs, d'éprouver de la sympathie, de l'empathie, toutes ces de communiquer de corps à corps, d'éprouver de beaux sentiments. Euh, je pense toujours que je ne peux pas être viscéralement différente des autres. On me présente comme un monstre, je ne sais pas si j'en suis un, mais je suis persuadée que je suis pas très très différente d'autrui. Donc oui, vraiment, je pense que si on veut être une bonne personne, il faut habiter son corps. Le corps est ce qui nous permet d'être une bonne personne, d'éprouver du plaisir, d'avoir de bons sentiments envers les autres et envers soi-même. Je pense on ne peut jamais être véritablement un monstre si on obéit, si on est bien dans son corps. On n'a pas envie de faire du mal aux autres, on a plutôt envie de faire du bien aux autres. Parce que c'est grâce à l'incarnation qu'on peut voir en l'autre un autre soi-même, qu'on peut imaginer les sensations physiques qu'éprouve l'autre à travers celles que nous éprouvons. Oui. Et pour faire un lien avec la lecture, dans vos romans, on voit aussi des personnages qui éprouvent physiquement des effets à la lecture. Il y a Zoïle qui, en traduisant, donc en lisant Homère, connaît une sorte de transe.
Urbain qui mange littéralement le journal intime qu'il a tant bouleversé et il en meurt. Et vous, je vous ai entendu en interview, vous avez dit que vous avez souffert d'une véritable indigestion après avoir lu un livre que vous ne nommez pas, et vous avez guéri cette indigestion en lisant Gide. Alors, comment vous expliquez ce phénomène-là? Et est-ce que ça a à voir avec ce que vous appelez la lecture carnassière? Mais absolument. Je pense que on ne lit jamais aussi bien que quand on lit avec tout son cœur. S'imaginer que la lecture est un acte intellectuel, c'est vraiment faire fausse route. Plus exactement, quand la lecture est un acte intellectuel, c'est un acte que nous connaissons tous. Vous savez, c'est quand on lit en s'ennuyant, le livre qui vous tombe des mains, la lecture obligatoire. Oui, à ce moment-là, en effet, le corps n'est pas très présent et en fait, il ne se passe rien. Mais quand on lit de tout son corps, là, on se met véritablement en danger. Ça peut donner des accidents, comme mon indigestion qui était née de la lecture d'un livre qu'en effet, je ne nommerai pas, mais c'était très mal écrit. Ce qui m'avait déplu, c'est que c'était très très mal écrit et du coup, j'ai attrapé une indigestion carabinée rien que pour avoir lu ce livre si mal écrit. Le comble étant que j'ai soigné cette indigestion, qui était une vraie indigestion, c'était pas une indigestion métaphorique, hein, j'étais couchée comme quand on est en état d'indigestion. J'ai soigné cette indigestion en relisant Les Faux Monnayeurs de Gide, qui est, bon, l'écriture gidienne est une des plus belles écritures qui soit. C'était comme si mes organes retrouvaient leur véritable place du fait que je lisais quelque chose d'aussi bien écrit que ça. C'est comme ça qu'il faut lire. Quand on lit de tout son corps, non seulement on ne s'ennuie jamais, mais le corps réagit terriblement fort. Et rien n'est plus intéressant qu'une lecture carnassière. Et alors justement, puisque le corps est ce qui nous relie à la réalité et nous ancre dans le monde, eh bien, la lecture peut provoquer des effets sur la réalité. Et si on pense à Pi, des aérostats, qui, une fois devenu lecteur, donc c'est pas une lecture particulière, c'est le fait de devenir lecteur, qui le rend capable d'affronter la réalité et de tuer ses parents, qui sont des personnalités toxiques. Et Urbain, si on revient à ce tueur à gages du journal d'Hirondelle, il est davantage touché physiquement par la lecture du journal que par le fait d'avoir tué cette jeune fille. Et donc on en arrive au ce que vous avez évoqué, les dangers et les risques de la lecture. Quels sont-ils pour vous en tant que très grande lectrice et aussi pour vos lecteurs? Pour moi, le langage représente le plus haut degré de la réalité. C'est peut-être une malformation, hein. Tout le monde n'a pas ce rapport au langage. Je ne dois pas être tout à fait normale, mais par exemple, voir un mot écrit peut provoquer chez moi une émotion plus vive que de voir la chose à laquelle ce mot correspond. J'ai déjà éprouvé ça par exemple par rapport au mot chat. Voyant un chat dans la rue, ben, ça me faisait plaisir, mais pas plus que ça. Et depuis de voir le mot chat écrit, tout à coup, je me dis, et je prenais vraiment conscience de l'existence de ce chat, et je me dis, mais c'est incroyable, un chat, mais quelle réalité formidable que ce chat. Mais le mot m'avait plus parlé que le spectacle de la chose. Bon, je pense que quand on a un tempérament de cette nature, peut-être être écrivain n'est pas une mauvaise idée, parce que le but, c'est quand même d'avoir affaire au réel. Et si pour moi, le réel est plus présent dans le mot que dans la chose, eh bien, autant travailler directement sur ce qui est le réel pour moi. Ça peut en effet avoir des effets terribles. Les gens qui s'imaginent que la littérature est un refuge, que la littérature est une fuite, pour moi, font fausse route. La littérature est souvent pour moi la seule occasion d'avoir véritablement affaire au réel. Et le réel qui n'est ni bon ni mauvais, qui n'est ni une école de l'innocence, ni une école du mal. La littérature n'est certainement pas une expérience dont on ressort indemne.
Les personnages de mes romans, quand ils sont initiés à la littérature, à la lecture, sous quelque forme qu'elle soit, c'est-à-dire quand ils vivent vraiment une expérience de lecture terriblement forte, qui ne doit pas forcément être foncièrement littéraire. Le héros de Journal d'Hirondelle, ce qui le rend fou, c'est d'avoir lu le journal d'une jeune fille dont nous ne savons rien. Mais toujours est-il que c'est de lire très profondément le journal de cette jeune fille qu'il a auparavant assassinée, qui va lui faire prendre conscience de qui était cette jeune fille qu'il a assassinée. Autant assassiner la jeune fille ne lui avait fait mais ni chaud ni froid, hein, c'est juste son métier, il est assassin de métier, il est tueur à gages, donc il assassine la jeune fille. Tiens, puis il voit son journal intime, il prend le journal intime, pourquoi pas. Et après, dans l'intimité, il lit ce journal intime et il découvre vraiment quelle était la réalité de cette jeune fille. Et c'est ça qui va littéralement le convertir au langage, faire de lui un acte de langage. C'est un peu le comble du personnage, notons bien, quoi. C'est un personnage curieusement innocenté par, par une sensibilité exacerbée au langage qu'il va découvrir en cours de route. Ça peut aller dans des deux sens, puisque par exemple le personnage de Pi, qui était lui par contre assez innocent au commencement du livre, va devenir un assassin par la découverte de la littérature, mais voilà, un assassin qui devait l'être. Enfin, parfois le destin des gens consiste à tuer quelqu'un. Je vais pas me faire le chantre de l'assassinat, mais je trouve que Pi a raison de tuer ses parents. Bon, je ne recommande pas. Souvent, il suffit de tuer ses parents de façon métaphorique. Le fait est là. Je pense qu'une des grandes possessions, une des grandes processus du devenir adulte consiste à assassiner, au moins métaphoriquement, ses parents. Oui, ça me semble. En tout cas, je me reconnais dans ce que vous dites, même si je ne planifie pas d'assassinat. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la littérature est une forme de vie plus vivante que la vie elle-même, en tout cas que certaines vies? Écoutez, je l'ai trouvé plus d'une fois. Là encore, c'est peut-être l'effet de ma malformation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je réagis plus fort au langage qu'à la réalité. Mais combien de fois m'est-il arrivé de prendre un livre et de trouver plus de vie dans le livre, à condition bien évidemment qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre littéraire, de trouver plus de vie et plus de réalité dans le livre que j'étais en train de lire que dans la journée que j'avais vécue auparavant. Je me souviens aussi d'une autre expérience. Je lisais l'œuvre d'un écrivain mort, préfacée par deux écrivains vivants. Donc, je venais de lire les deux préfaces des écrivains vivants. Il se passait rien. Je me disais, ces écrivains vivants me donnent l'impression d'être morts. Ça me fait ni chaud ni froid. Et j'arrive au texte de l'écrivain mort, donc au livre proprement dit. Et là, tout à coup, je suis prise à la gorge par une impression de vie tellement colossale, parce que c'était de la très grande littérature. Et je me suis dit, c'est quand même un paradoxe. Les deux écrivains morts qui ont préfacé ce livre me donnent, pardon, les deux écrivains vivants qui ont préfacé ce livre me donnent l'impression d'être mort, et le mort me donne l'impression d'être vivant. Voilà, la littérature est une école de vie qui cultive le paradoxe. Oui, et on peut dire aussi, pour aller dans le même sens, que la littérature, la bonne littérature, est le contraire de la mort. Et Oui, c'est ce à quoi vous faites référence avec cette figure d'Orphée, qui est aussi oui. fondamentale dans votre œuvre. Mhm. Orphée Et est alors, pour moi la plus haute figure mythologique, puisque non seulement c'est un des premiers écrivains, un des premiers poètes, mais c'est le seul qui puisse traverser le fleuve des enfers en ramenant une morte. Bon, il y a un petit échec en cours de route quand même, mais il revient vivant. C'est quand même extraordinaire. Excusez-moi, je vous ai interrompu. non, pas du tout. Interrompez-moi tant que vous voulez. Je vous en prie. Oui, je voulais en arriver à l'écriture avec le corps. Bon, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Roland Barthes disait la relation à l'écriture, c'est la relation au corps. Et alors, il y a le philosophe Wittgenstein qui dit qu'il existe des écrivains, deux types d'écrivains, ceux qui écrivent avec leur tête
et ceux qui écrivent avec leurs mains. Est-ce que vous diriez que vous faites partie d'une catégorie, celle de la tête ou celle de la main, ou peut-être d'une autre catégorie, celle du ventre, puisque vous dites que votre inspiration vient du bas, que vous êtes enceinte de vos livres. Dans Hygiène de l'assassin, Prétexte à tâche liste les organes nécessaires pour écrire. Bon, c'est un personnage grossier, alors je le cite tel quel, hein, bite, couille, lèvres, oreilles et mains. Alors, est-ce que vous écrivez avec une ou plusieurs parties du corps, ou bien, comme vous l'avez laissé entendre au début de cet entretien, votre corps disparaît, en tout cas le plaisir d'être incarné disparaît. Vous pouvez expliquer. Alors, le plaisir disparaît quand j'écris, mais par contre, pas le corps du tout. Hein. Le corps Ouais. je suis un écrivain du corps parce qu'il y a tellement de parties de mon corps qui réagissent très très fort quand j'écris. C'est même un baromètre. Si mon corps ne réagit pas quand j'écris, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il faut tout recommencer. Je me donne les moyens pour que mon corps réagisse toujours très fort. Alors, bien sûr, le ventre, terriblement fort. Le souffle, terrible. La peau réagit extrêmement fort quand j'écris. Les dents, combien de fois m'est-il arrivé de serrer les dents en écrivant? Bah, le cerveau aussi, mais bon, vous savez, il y a tout à fait moyen de considérer le cerveau comme une partie du corps. Donc, oui, je suis un écrivain du corps, mais du corps tout entier. Euh, et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que j'éprouve quand j'écris, c'est une transe. La transe prend le corps tout entier, y compris l'esprit, y compris le cerveau. Et c'est très difficile de savoir si la transe est un plaisir ou pas. C'est une sensation très forte, c'est une sensation très intéressante. Ça peut être une fin en soi de connaître la transe. C'est un état extrême. Enfin, il est bon d'en sortir aussi, ne serait-ce que parce que c'est très fatigant. Ah oui, ah oui. Mhm. Et cette écriture corporelle que vous avez n'empêche pas du tout un travail très conscient sur le style, sur la langue. Vous dites que chaque matin, vous nettoyez la langue. Euh, vous la débarrassez de sa mauvaise foi, de ses lieux communs, de ses fausses apparences, de sa langue de bois. Il y a des mots que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, le mot remplacer, le mot Oui, ressenti. Et quand vous oui, étiez petite, alors je ne sais pas si ça a à voir, mais quand vous étiez petite, vous détestiez les mots vêtements, souffrir et se baigner. oui. J'ai toujours eu une sensibilité verbale très forte. Alors, comprenons-nous bien, il s'agit vraiment d'une sensibilité verbale, parce que évidemment qu'on n'aime pas le mot torture, parce que personne n'aime la torture, mais ça, c'est pas une sensibilité verbale, c'est qu'on n'aime pas la chose. Ici, c'est un truc encore rien contre, je me souviens quand j'étais petite, j'avais rien contre les vêtements, d'ailleurs j'en portais, mais c'était le mot vêtements qui me mettait hors de moi. Je n'avais absolument rien contre le fait de se baigner. D'ailleurs, à l'époque, j'adorais me baigner. Je ne supportais pas l'emploi de tels mots. Alors, mes sensibilités verbales ont changé. Maintenant, ce sont d'autres mots qui me mettent très, très mal à l'aise. Mais c'est vrai qu'il y a des mots comme ça qu'on ne verra pas sous ma plume parce que la sensation qu'il génère en moi, le son qu'il provoque, ou encore, je ne sais pas si c'est d'autres aspects de ces mots qui provoquent en moi de véritables allergies. Mais pour ce qui concerne le mot remplacer, c'est bien le sens qui vous... Alors là, on a le sens de remplacer est infect, mais ça tombe bien. Je trouve que la sonorité n'est pas fameuse non plus. Mais c'est vrai que l'idéologie du remplacement est une idéologie qui me répugne. Vous savez, on dit toujours dans le monde du travail, on dit oh vous savez personne n'est irremplaçable. Moi je prétends exactement le contraire. Je prétends que personne n'est remplaçable et que d'ailleurs rien n'est remplaçable. Quand on prétend, chaque fois qu'on prétend remplacer quelque chose par quelque chose, c'est un désastre. Toute personne qui existe, tout ce qui existe est juste indispensable et absolument irremplaçable. La seule chose qui est odieuse, c'est l'idée de remplacement. L'idée de remplacement c'est une abjection.
il vaut mieux manquer de quelque chose. Oui, la vie est ainsi faite que régulièrement on manque de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, quand quelqu'un meurt, eh bien, vous l'avez perdu, c'est terrible, mais mieux vaut se penser, ben voilà, maintenant je l'ai perdu, c'est affreux, que de penser, oh, mais c'est pas très grave, je vais le remplacer par quelqu'un d'autre et ça ira très bien comme ça. Cette idée-là est absolument insoutenable. Et pour les choses aussi, enfin, je veux dire, remplacer des chaussettes, par exemple, ou des choses Oui, aussi. alors évidemment, des chaussettes, c'est pas très grave. Vous dites ça en même temps, au moment même où je parle, je dois vous dire toute la vérité. J'ai tellement tendance à m'attacher déraisonnablement à tout qu'en vérité, je ne jette jamais mes paires de chaussettes, même quand elles ne sont plus qu'un assemblage de trous. Je ne parviens pas à m'en débarrasser parce que parmi les défauts que je cache, j'ai un sentimentalisme absolument ridicule. Donc, je peux vivre une histoire d'amour folle avec une vieille paire de chaussettes et j'ai beaucoup de mal à jeter les choses. Voilà. Et alors, si on continue un peu sur le travail de la langue, je voudrais parler un petit peu avec vous des métaphores. Parce qu'on vous entend parfois dire, quand vous utilisez une métaphore, de dire que vous ne parlez pas métaphoriquement, que, que ce n'est pas une métaphore. L'écrivain dans Hygiène de l'assassin nous explique, alors évidemment c'est de manière extrême, mais il explique que la métaphore est en fait une protection pour que le lecteur ne ressente pas, ne se rende pas compte de la réalité des choses, de la vérité de la langue. Et notamment, lui qui raconte comme il a tué sa cousine dans son roman qui s'appelle Hygiène de l'assassin, eh bien, les critiques littéraires disent ah oui, c'est un fabuleux récit symbolique de la fin de l'Éden, la fin de l'enfance, etc. Et, et voilà ma question. Est-ce que la métaphore, c'est le principe du remplacement? Et c'est ça qui Mais que fait que... c'est génial ce que vous dites. Ah bah, personne ne l'avait formulé comme ça. Je n'y avais pas pensé. C'est génial. Vous rendez mon monde plus cohérent. Vous mettiez d'entrée de jeu très sympathique, mais j'aurais jamais pensé à le formuler comme ça. Mais oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je déteste les métaphores. C'est que on entre dans le processus de remplacement et ce processus de remplacement ne connaît pas de fin. C'est ça aussi que je critique dans la métaphore. C'est que non seulement c'est le moyen le plus sûr pour passer à côté du sens d'un texte, mais en plus, ça renvoie les choses dans une espèce de mise en abîme qui n'a pas de fin. Toute métaphore est la métaphore d'autre chose, qui est la métaphore d'autre chose. Il n'y a plus de réalité. Et vous avez tout à fait raison. Dorénavant, je vous emprunterai votre expression géniale, mais bien sûr, je déteste les métaphores parce que c'est le commencement du remplacement et que le commencement du remplacement, mais c'est justement ce que je veux éviter. Bravo, merci. Écoutez, voilà, c'est en lisant vos livres hein, que j'ai eu cette idée. En lisant peut-être de manière carnassière. Bravo. Et justement, sur le lien entre art et réalité, il y a une phrase qui m'a beaucoup impressionnée dans Barbe Bleue. Vous dites que l'art, c'est l'inverse de l'imitation. En fait, c'est la nature qui imite l'art. Vous écrivez, le rôle de l'art est de compléter la nature et le rôle de la nature est d'imiter l'art. La mort est la fonction que la nature a inventée dans le but d'imiter la photographie. Euh, voilà, il y a déjà ça que j'aimerais que vous commentiez. Euh, Je suis sûre que c'est vrai. Combien de fois me suis-je aperçue par exemple dans la nature que bon, c'est très beau, mais quelque chose manque. Et puis l'artiste s'en mêle et l'artiste apporte exactement ce qui manquait et tout à coup, le réel devient perceptible. Oui, je suis persuadée que la nature imite l'art. La nature a besoin de l'art pour trouver un sens. Euh, je n'ai pas un point de vue très rousseauiste du monde. La nature ne suffit pas. Il faut quelque chose en plus. Il faut le travail de l'art.
Et n'allez pas croire que le travail de l'art soit uniquement un travail humain. Je suis persuadée que les animaux y participent. Moi, par exemple, je suis passionnée par les oiseaux. Je suis vraiment obsédée par les oiseaux depuis toujours. Les oiseaux sont des artistes. Euh, les oiseaux font des nids qui sont des œuvres d'art exceptionnelles. Ils y peuvent y joindre des fleurs. Ils peuvent. Et puis les oiseaux ont inventé le chant. S'imaginer que le chant des oiseaux est uniquement un langage, mais c'est une erreur complète. Combien de fois ai-je entendu des chants d'oiseaux qui n'avaient vraiment, dont la préoccupation esthétique était absolument frappante. Euh, il en va des oiseaux comme de nous. Certains d'entre nous, voilà, n'ont pas forcément un très grand talent artistique et ils font ce qu'ils peuvent. Mais certains êtres humains ont d'immenses talents artistiques et produisent des œuvres d'art exceptionnelles. Les oiseaux, c'est pareil. Il y en a certains qui chantent sans que ça ait le moindre intérêt. Et certains qui sont mais de vrais artistes. J'ai déjà repéré près de certains arbres, oula, dans cet arbre-ci, il y a un très grand artiste et cet artiste complète le monde. Il vient nous expliquer que en fait, on est là pour éprouver, par exemple, du désir et que ce désir est une œuvre d'art et ça magnifie l'univers. C'est pas uniquement pour la reproduction, non. C'est le désir est peut-être l'extrême fin des choses et ce désir est partie prenante de la musique sublime qui va être produite par cet oiseau. Et alors, je vous remercie parce qu'on en arrive à la nature, qui est le thème de ce festival, le futur de la nature et la nature du futur. Et donc, si on garde cette analogie comme quoi nature et art sont liés, d'après vous, quel est le futur de la nature? Quel est le futur de l'art? Oula, bon, j'ai jamais été douée pour la prospective, hein. Allez, on va se montrer optimiste parce que ça vaut mieux, hein. Euh, Peut-être que ce seront justement les artistes qui vont sauver la nature. Bon, nous savons tous que la nature est en grand péril, que Ouais. si on ne fait pas quelque chose, ça ne va pas s'arranger. Peut-être qu'il faut donner la parole aux artistes. Voilà, épargner la nature, ce n'est pas seulement créer des parcs nationaux, c'est pas la solution, hein. On peut pas mettre d'une part l'homme et d'autre part des parcs nationaux qui protégeront la nature. Peut-être que ce qui permettra à l'homme de parfaitement s'intégrer dans la nature sans détruire celle-ci, eh bien peut-être que peut-être que c'est l'art. Nous n'avons pas encore trouvé une forme d'art qui permettrait euh, une osmose idéale entre l'homme et la nature. Et c'est vrai que cette importance des artistes, peut-être que, comme vous dites, elle va advenir parce qu'on s'en est bien rendu compte pendant cette année de confinement, déconfinement, reconfinement, à quel point la culture nous a manqué, à quel point on a besoin de l'art et on a besoin des artistes. Mm. Mais c'est tellement vrai. Je, je vais donner un exemple personnel. Honte sur moi, mais vous voyez, je ne m'épargne pas. Euh, Avant les confinements, je parle de tous les confinements, on ne me voyait pas beaucoup dans les musées. J'étais restée pour ça comme un enfant. Vous savez, oh, aller au musée, c'est peut-être un peu embêtant. Et depuis toutes ces histoires de confinement, mais au contraire, je suis obsédée par l'idée d'aller au musée. Je me rends enfin compte à mon grand âge, que je ne dirai pas, je me rends enfin compte de l'urgence d'aller au musée. Et ça a au moins servi à ça. Maintenant, non seulement le musée n'est pas plus du tout un endroit où je m'ennuie, mais au contraire, c'est un endroit où j'ai l'impression de prendre conscience de la réalité. Enfin, c'est quand même fou, j'habite Paris. Paris est la ville où il y a le Louvre et je n'y allais pour ainsi dire jamais. Maintenant, j'ai au moins compris ça. Dès que le Louvre ouvre, euh, j'y cours. En plus, il ne doit pas y avoir trop de monde en ce moment, donc ça doit Mais être... c'est ça qui est terrible, c'est que les gens ont réagi un petit peu à l'envers de ce qu'il aurait fallu qu'il se passe. Les gens ont désappris. Auparavant, du temps où moi je n'allais jamais au musée, les gens y allaient tous. Et maintenant qu'on a enfin le droit d'y retourner, ben, beaucoup de gens ont perdu cette salutaire habitude. Donc j'espère qu'ils vont reprendre cette habitude.
Oui, c'est ça, il faut sortir un peu d'un confinement mental C'est dont ça. on a été et qui Ouais. continue alors qu'on est libre Mais maintenant. oui, absolument. Alors, dans Péplum, qui est justement le roman un des, oui, peut-être qu'on peut aussi mettre acide sulfurique dans ce qui est des romans de prospection, vous évoquez la responsabilité de l'écrivain, que le personnage d'Amélie Nothomb esquive, puisqu'elle dit: «Ah non, non, ce n'est pas ce genre de livre que j'écris». Euh, Aujourd'hui, Péplum a été publié en 1996, donc on est quand même des années plus tard. Euh, vous, vous cultivez une sorte de retrait par rapport à la société contemporaine. Vous n'avez pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, donc pas d'adresse email, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Euh, Vous cultivez un certain archaïsme, vous dites parfois que vous appartenez à une autre époque, le Moyen Âge, vous avez des références par rapport au monde antique, etc. Mais pour autant, vous avez une vraie pertinence par rapport à la société contemporaine. Ça explique aussi votre succès, n'est-ce pas? Et vous abordez des thèmes de la guerre en Irak, de la télé-réalité, dans vos romans, bien sûr, avec le décalage qu'offre la littérature. Euh, Où en êtes-vous aujourd'hui, surtout après l'année grave que nous venons de vivre? Où en êtes-vous de cette idée de responsabilité de l'écrivain? C'est très compliqué comme question. Je suis toujours aussi à l'écart de la modernité. Les confinements successifs ne m'ont pas fait rencontrer ni Internet, ni l'ordinateur, ni le téléphone portable, ni le monde virtuel. Là, vous me direz que je suis sur Zoom, mais je suis sur Zoom parce que j'ai à côté de moi la merveilleuse Karine des éditions Albin Michel, sinon j'en serais parfaitement incapable. Euh, Écoutez, je ne sais pas quelle est ma responsabilité, mais je prouve au moins une chose, c'est qu'il est possible de vivre sans ordinateur et sans Internet et de ne pas être complètement à l'écart de la réalité non plus. Alors, je ne sais pas ce que ça peut très concrètement apporter au monde, mais peut-être que ça peut quand même apporter quelque chose. Je connais tellement de gens et singulièrement tellement de jeunes qui, euh, qui sont réellement abîmés par les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais, je suis sûre qu'il y a de très bonnes choses sur les réseaux sociaux. J'ai une sœur qui fréquente les réseaux sociaux et qui les fréquente bien. Elle me dit que ça lui apporte beaucoup. Je pense qu'elle a un usage extrêmement raisonnable et raisonné des réseaux sociaux et que il y a moyen de vivre ça, c'est très bien, que ça lui apporte beaucoup de bonheur. Tant mieux. Mais je vois à côté de ça des jeunes qui, qui vivent les réseaux sociaux comme un martyr, comme une source de harcèlement, comme une perte. Et voilà, quand je rencontre ces jeunes et qu'ils me disent mais que leur vie est un enfer, je leur dis écoutez, je ne sais pas du tout ce que je peux vous suggérer, mais avec moi, ce que vous voyez au moins, c'est qu'il y a moyen de vivre en dehors de ça. Il n'y a réellement aucune intersection entre le monde virtuel et moi. Ça demeure possible. Je ne vis pas à l'écart du monde. Donc, parce que souvent ils me disent oui, mais vous ne comprenez pas, je ne peux pas sortir d'Internet parce qu'il n'y a rien d'autre. Eh bien, si, il y a quelque chose d'autre. Peut-être que mon témoignage consiste à dire ça. Il y a quelque chose d'autre. On peut se passer de ce monde-là. C'est encore possible. Oui, oui, certainement. Ou l'utiliser de manière modérée et intelligente, C'est ça. comme votre C'est sœur. ça. Et alors, pour terminer cet entretien, je voudrais évoquer un petit peu la Belgique avec vous. Vous avez mentionné votre famille, la famille Nothomb, qui est une famille de noblesse belge, qui a joué un rôle très important dans le monde politique et littéraire en Belgique. Votre aïeul, Jean-Baptiste, a participé à l'indépendance de la Belgique. Votre arrière-grand-père, Pierre Nothomb, était écrivain. Il était aussi
Sénateur. homme politique, oui, voilà, homme politique de la droite catholique et unioniste. Il y a votre sœur qui écrit de la littérature jeunesse. Il y a aussi un des fils de Pierre Nothomb qui était militant communiste, écrivain et exégète biblique. Alors, comment avez-vous reçu cet héritage? Vous en avez parlé un petit peu, hein, avec cette religion catholique. Mais vous, Amélie Nothomb, qui avez vécu dans tant de pays différents, comment avez-vous reçu cet héritage familial? Je dois dire que je ne l'ai pas vraiment vécu comme un héritage familial. Euh, il se trouve que j'ai vécu à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger, donc j'ai rencontré très tard le clan Nothomb. Euh, Mhm. je n'étais pas consciente, j'ai mis longtemps à prendre conscience que j'appartenais à un clan politique, religieux, littéraire. Par ailleurs, mes parents étaient de grands lecteurs, il y avait beaucoup de livres à la maison, donc ça a quand même eu une influence très forte sur moi. J'ai compris très vite l'importance de lire. J'ai toujours vu mes parents lire, je me suis mise très vite à lire. Par ailleurs, comme mes parents étaient diplomates, nous changions d'univers tous les 4 ans, 5 ans. Et c'est une expérience qui est certes très intéressante à vivre, mais très dure, en particulier pour un enfant qui perd tout son univers tous les 3 ans pour tout perdre et tout recommencer ailleurs. Je vous assure, c'est intéressant, mais c'est un choc aussi. Finalement, la seule chose qui ne disparaissait pas, la seule chose qui demeurait stable tous les 3 ou 5 ans, c'était la littérature. La bibliothèque voyageait avec nous. Donc, je crois que mon surinvestissement dans le langage en général et la littérature en particulier s'explique probablement comme ça. Parce que le seul élément stable de mon univers, c'était le langage et la littérature. Donc, je crois que ça a été ma manière à moi de vivre cet héritage. Mhm. Et alors, dans vos romans, la Belgique apparaît souvent de manière humoristique. Euh, Vous écrivez à plusieurs reprises que les Belges sont des barbares. Vous racontez des J'en fais partie. malentendus. J'en fais partie. Pardon? J'en fais totalement partie. Je m'inclus dans les barbares. Euh, le, comment? Oui, ces malentendus très amusants, enfin amusants et à la fois terrifiants de ces Japonais qui vous disent que vous parlez bien français, pensant que votre langue maternelle est le belge. Il y a des Américains qui ne comprennent pas que vous êtes belge, ils pensent que vous êtes bulgare, ce qui d'ailleurs amène à des quiproquos assez énormes. Euh, Vous racontez quand vous jouez au Pictionary, tout ce que vous dessinez ressemble à des frites. Et, face aux amis japonais de votre fiancé, vous soliloquez pendant tout le repas, parce que vous êtes obligé, bien sûr, sur les bières belges. Et puis, bien sûr, il y a le chocolat et puis les spéculoos qui vous procurent un tel plaisir que vous allez dans la salle de bain, vous observez dans le miroir pour regarder le plaisir qui se voit sur votre visage. Euh, on sent aussi une vraie tendresse pour Bruxelles. Vous parlez de ces habitations où que le soleil peut traverser et qui, quand il fait beau, ça n'arrive pas toujours à Bruxelles, mais quand il fait beau, il y a des rayons de soleil comme ça qui parcourent la ville. Et puis, il y a la foire du Midi, cet endroit où si on ne vomit pas, on ne s'est pas amusé. Alors, à partir de toutes ces occurrences que j'ai trouvées dans vos livres, quel est votre rapport à votre pays, la Belgique? Oh, j'aime profondément mon pays. Et à travers tout ce que j'en ai dit, ce que je constate, c'est une profonde identification. Toutes les caractéristiques que vous avez dites sont des caractéristiques personnelles. J'ai mis un certain temps à m'en rendre compte. Quand j'ai débarqué en Belgique, j'avais 17 ans et l'identification n'a pas été immédiate. Ça n'a pas été un coup de foudre. Euh, c'était dans les deux sens. Hein. Je veux dire, je n'ai pas raffolé de la Belgique
Et je n'ai pas eu l'impression que la Belgique raffolait de moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me faire des amis en Belgique, pour ne pas me sentir complètement exclue. Mais l'identification s'est faite quand même et j'ai fini par comprendre que c'était très profondément mon pays, que c'est pas facile de comprendre ça. Il a fallu, la littérature m'y a beaucoup aidé. Euh, Mhm. Par exemple, en littérature, la Belgique est par excellence le pays du surréalisme. Je me suis complètement reconnue dans ce surréalisme. Ensuite, il y a eu, vous savez, toutes ces crises politiques. Je me souviens très bien en 2008 avoir vu les grands titres des journaux français. La Belgique va disparaître. Je me souviens, à l'époque, j'étais déjà largement installée en France, mais j'étais terrifiée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si la Belgique disparaît, mais pour moi, c'est la fin du monde. C'est mon pays. Il faut qu'il y ait une Belgique. Alors, je lisais les journaux français à ce sujet. Et les journaux français décrivaient l'identité belge, ce qu'ils appelaient l'identité belge. Il en ressortait que l'identité belge était une identité floue, composite, surréaliste, etc. Je me suis dit, mais flou, composite, surréaliste, mais ça me ressemble terriblement. C'est ça l'identité belge. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais belge, mais bien sûr que je suis belge puisque je suis flou, composite, surréaliste. Donc, j'espère vraiment que la Belgique va continuer d'exister parce que sinon, je serai une apatride belge et à mon avis, ce sera moins bien. Mhm. Et justement, par rapport à la littérature belge, il y a aussi cette idée selon laquelle la sensualité, la corporalité est aussi caractéristique de la littérature belge qui hérite de la peinture flamande en fait. Et je sais que c'est une peinture qui vous émeut particulièrement. Et donc il y a ces écrivains comme Charles de Coster, Le Monnier, Gelderode, Cromlinck, qui sont des écrivains de la sensualité, et même quand on pense à Jacques Brel. Euh, alors, est-ce que vous êtes sensible à cet héritage-là? Oh, j'y suis très sensible. C'est vrai que la littérature belge n'est pas seulement une littérature surréaliste, c'est également une écriture très incarnée. Les Belges ont tendance à être très incarnés, c'est tout à fait vrai, mais je considère ça comme une grande qualité. Donc oui, j'espère en ça que je suis complètement belge. Et la peinture flamande en est en effet une vision merveilleuse parce que c'est vrai que la peinture flamande est très incarnée, mais elle est aussi extraordinairement spiritualiste. Donc ça prouve bien ce que je pense, à savoir que on n'a jamais une âme aussi grande et aussi puissante que quand on est totalement incarné. C'est ce qu'illustre la peinture flamande. Mhm, mhm. Et parmi les références littéraires, donc il y a de très nombreuses références littéraires dans vos livres. En ce qui concerne les Belges, il y a Tintin, bien sûr, qui est un idéal stylistique pour vous d'ailleurs, puisqu'il Hergé a inventé la ligne claire. Euh, vous avez aussi parlé de Gaston Lagaffe, vous vous comparez à lui avec votre courrier sans cesse en retard. Il y a Simon Leys, évidemment, que vous avez rencontré, que vous avez lu et à qui vous avez succédé à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Est-ce qu'il y a d'autres écrivains belges qui vous ont inspiré, qui sont importants pour vous? Énormément. Euh, il y a Maeterlinck, qui est un écrivain que je trouve magnifique et je ne sais pas si on le lit encore assez, mais c'est de toute beauté. Il y a Simenon, que je considère comme un immense écrivain, créer un univers à ce point cohérent avec 2000 mots. Moi, je dis bravo. Alors, je sais que sa belgitude n'est pas tout à fait admise, mais Marguerite Yourcenar, j'aime la considérer comme belge, peut-être parce que j'ai tant d'admiration pour elle. En tout cas, elle est au moins partiellement belge et c'est une des personnes que j'admire le plus au monde, que j'ai le plus admirée et que je continue d'admirer le plus au monde. Donc, ne serait-ce que pour ces écrivains-là, appartenir à la Belgique, c'est absolument colossal. Il y a des... Est-ce que vous lisez des auteurs belges contemporains?
Ah oui, il y a Caroline Lamarche que j'aime énormément, qui est caustique, qui est drôle. Je ne sais pas si je suis normale de rire, mais je ris beaucoup quand je lis Caroline Lamarche. Euh, il y a, je suis désolée, dans un jour un peu fatigué, il y a des noms qui m'échappent, mais je vois de qui je parle. Euh, que, comment il s'appelle? Grégoire Pollet, voilà. Grégoire Pollet, que j'aime aussi beaucoup, que je trouve très très civilisé, et certainement plein d'autres noms d'écrivains qui me reviendront, que c'était l'instant où j'aurais quitté ce Zoom. Enfin, nous ne manquons vraiment pas de grands talents vivants en Belgique. Bah, je suis heureuse de vous l'entendre dire. Alors, je voudrais évoquer aussi un peu la religion, qui est aussi présente hein, dans vos romans, qu'on peut aussi mettre en lien avec la Belgique, parce que en fait, la religion est très ancrée en Belgique. Il y a des partis catholiques, il y a une université catholique, il y a des syndicats catholiques, et bien sûr la famille royale est catholique. Hum, Et alors, il y a une, une récurrence de certains personnages bibliques. Chez vous, il y a Jonas, il y a Job, il y a Jésus, bien sûr. Mais alors, ce qui m'a le plus intriguée, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu, c'est l'œuf. Vous dites que, en fait, Diane, quand elle entre dans une église, elle voit l'église comme un immense œuf mollet, dont le centre est Dieu et qui coule en elle. Et d'ailleurs, elle pense que c'est un miracle que le jaune de l'œuf mollet ne coule pas. Et Barbe Bleue dit: j'ai une passion théologique pour les œufs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? J'ai toujours été obsédée par les œufs. Je pense que ça participe aussi de mon obsession pour les oiseaux. Mais l'œuf est pour moi la perfection. Notez bien, je n'ai pas dit une métaphore de la perfection. J'ai dit c'est la perfection. Mais déjà de la façon la plus simple du monde, je pense que ce que je préfère manger, ce sont les œufs. Si je pouvais me nourrir d'œufs, je le ferais. J'ai essayé. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'avais décidé de ne plus manger que des œufs. Je suis tombée très gravement malade. Donc, heureusement, j'ai guéri assez vite. Bon, malheureusement, on ne peut pas se nourrir uniquement d'œufs. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais je persiste à penser que tant d'un point de vue esthétique que gustatif, que métaphysique, que imaginatif, il n'y a pas plus fécond qu'un œuf. C'est la perfection même. C'est un monde clos euh, dans lequel règnent des couleurs fortes, des saveurs fortes, le nombre d'états par lequel un œuf peut passer, c'est juste incroyable. Depuis l'œuf cru jusqu'à l'œuf cuit, en passant par l'œuf en neige, l'œuf gobé, l'œuf qui peut devenir un monument gastronomique, de même qu'un monument architectural. L'œuf est également un motif architectural d'une force extrême. Bref, moi, franchement, s'il fallait trouver un symbole religieux, mais la croix, moi, je ne veux plus en entendre parler. Je voudrais vraiment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plus beau symbole religieux que l'œuf? C'est évidemment la perfection. Et alors, l'œuf, c'est aussi votre premier manuscrit, L'omelette spatiale, euh, où vous racontez qu'un œuf géant explose suite à une révolution. Vous confiez le manuscrit à votre sœur qui le lit. Elle dit c'est une autobiographie. Et vous avez dit dans un entretien que ça pouvait être une image de la situation belge ou mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois. Je rappelle que dans ce roman, qui est le tout premier que j'ai écrit, qui s'appelait Une révolution à Harbourg, c'est un roman de science-fiction qui se passait au cœur d'un œuf. Donc, le pouvoir politique était occupé par le jaune
et le peuple était le blanc. Et puis, il y avait un soulèvement populaire. Le peuple entrait, pénétrait dans le jaune et l'œuf explosait. Et c'était l'apocalypse. Et l'œuf se transformait en une gigantesque omelette qui circulait dans l'espace jusqu'à la fin des temps. Voilà, alors, vous dire si c'est une métaphore de la Belgique ou du monde, je ne sais pas, mais c'est peut-être qu'il faut creuser tout ça. Mhm. Eh bien, on parle de votre premier roman. On va maintenant parler de votre dernier, euh, Premier sang, qui va donc paraître au mois d'août chez Albin Michel. Donc, comme vous le savez, cet entretien sera diffusé au mois d'octobre. Votre livre sera déjà sorti, en français, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce nouveau roman? Est-ce qu'il a un lien avec la pandémie? Paradoxalement, oui, il y a un lien entre Premier sang et la pandémie, puisque ce livre, qui est venu de façon extrêmement inattendue dans mon œuvre, ce livre m'a été inspiré par la mort de mon père. Mon père est mort au premier jour de la pandémie, au premier jour du confinement. Euh, et bon, tout le monde perd son père, c'est la plus courante des tragédies. Mais malgré tout, je ne m'y attendais pas. Et ça a été pour moi un très grand choc, d'autant plus qu'à cause du confinement, j'étais confinée à Paris, je n'ai pas pu me rendre à ces funérailles qui avaient lieu en Belgique, dans la terre de mes ancêtres. Et il s'est passé des mois avant que je puisse aller me recueillir sur la tombe de mon père. Ça a été très dur, extrêmement dur. Et j'ai senti qu'il fallait que je fasse des adieux particuliers à mon père à cause de cette situation. Et du coup, j'ai écrit ce qui est donc mon 100e manuscrit, qui est Premier sang. Et Premier sang, ça raconte la première rencontre de mon père avec la mort. Mon père est mort à 83 ans, un âge tout à fait normal pour mourir. Mais quand il avait 28 ans, il a failli mourir de façon violente lors d'une prise d'otage dont il a été le négociateur. C'était avant ma naissance. Et ça a été un épisode énorme, un épisode où mon père s'est conduit comme un véritable héros, et même comme un très grand héros. Il a sauvé la vie de 2000 personnes, euh, pour schématiser, en parlant pendant 4 mois. Il savait qu'aussi longtemps qu'il parlait avec les rebelles, avec les preneurs d'otages, euh, les rebelles n'assassineraient pas les 2000 otages. Donc mon père a sauvé 2000 personnes en parlant continuellement comme Scheherazade pendant 4 mois. Ça a été un épisode fou et c'est ce que je raconte dans Premier sang. C'est une histoire saisissante et il nous tarde vraiment de lire euh, ce roman qui est romancé, donc, mais qui part vraiment d'un fait réel. Et dans ce que vous dites, je vais conclure là-dessus, c'est le langage qui revient encore comme une arme, en tout cas comme un bouclier pour défendre la vie. Et Mais absolument. Mon père n'avait mani- pas d'autre arme que le langage pour sauver la vie de 2000 personnes et il y est arrivé. Donc, bon, j'ai de qui tenir. Je sais que le langage est un levier extraordinaire. Ça peut être une arme, on peut tuer des gens avec des mots, mais on peut aussi leur sauver la vie avec des mots. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre conscience de l'incroyable puissance du langage. C'est une chose dont nous devrions tous faire l'expérience au quotidien. eh bien, on va terminer sur ces magnifiques paroles. Merci beaucoup, Amélie Nothomb. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Je suis sûre que vos lecteurs polonais seront ravis de vous voir et de vous entendre. Merci mille aussi.